Crédit coopératif fait 80% de son activité, de son chiffre d'affaires avec des personnes morales, essentiellement de l'économie sociale, et 20% donc avec la clientèle des particuliers. Mais si vous regardez en nombre de clients, la proportion est complètement inversée. Donc les particuliers qui représentent, on va dire, une petite partie du chiffre d'affaires sont très très largement majoritaires en nombre. Et en coopération, comme dans toutes les structures d'économie sociale, vous avez un principe qui est le principe une personne, une voix. Donc la question qui s'est posée, c'est de dire, bah oui, mais le problème, c'est que si on donne accès au sociétariat, si on donne le droit de vote aux particuliers, ils vont se retrouver ultra majoritaires, à plus de 95% dans la coopérative, alors qu'ils ne représentent que 20% de l'activité. Donc problème. Puis de l'autre côté, les exclure complètement, ce n'était pas non plus équitable, démocratique. Alors, il y a toujours la solution des collèges, mais alors la solution des collèges dans une coopérative bancaire, ce n'était pas prévu dans la loi. Voilà, c'est prévu dans le cas des SIC, mais ce n'est pas prévu pour des coopératives non SIC. Donc, on a buté là-dessus et on s'est posé la question de comment on fait. Bon. Donc, on y a beaucoup réfléchi, on a consulté aussi nos différentes instances et on est arrivé à un principe qui est de dire il faut qu'on trouve le moyen d'associer les particuliers à la gouvernance de l'entreprise et il faut qu'on le fasse de façon démocratique. Alors, je retombe, enfin, une question importante et qui découle de notre mode d'organisation en relation ternaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand vous regardez le conseil d'administration du Crédit coopératif, vous retrouvez les têtes de réseau dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en fait les fédérations de l'économie sociale, la Fédération nationale de la mutualité française, les différentes fédérations coopératives, les principales fédérations associatives qui siègent au niveau de notre conseil d'administration. Et donc là, on est vraiment dans une logique, non pas, je dirais, d'appel à candidature généralisé auprès de tous les sociétaires personnes morales en disant qui veut aller au conseil d'administration. On est dans une logique qu'on va aller chercher par branche, par secteur, la fédération représentative des clients de chaque secteur. Et donc, quelque part, la démocratie, elle se fait au niveau de chacun des secteurs, de chacune des branches. Et nous, on va aller chercher la tête de réseau ou la personne qui va être désignée par la tête de réseau pour siéger dans nos instances. Pour les particuliers, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas une fédération des particuliers clients du Crédit coopératif, vous n'avez pas une tête de réseau. Et donc, du coup, on est sorti de cette logique de cooptation ou de choix de la tête de réseau politique. On a lancé un appel à candidature. On a lancé un appel à candidature auprès de tous les clients particuliers. Alors, c'était cette pratique-là qu'on m'a demandé de vous présenter aujourd'hui, parce que c'est assez rare dans l'économie sociale. Dans l'économie sociale, on est plus en général dans une logique d'équilibre politique, de cooptation, d'aller chercher des personnes qui sont représentatives ou qui adhèrent au projet. D'équilibre du temps aussi, Imad. Pardon, équilibre du temps, donc je vais arriver à la conclusion assez vite. Donc, on a lancé un appel à candidature auprès de tous nos clients. On a eu 17 candidatures qui sont remontées et on a demandé... Oui, absolument. 17 candidatures qui sont remontées pour un poste. Et donc, du coup, on a lancé, sur ces 17 candidatures, on a consulté l'ensemble de nos clients particuliers porteurs de parts sociales. On leur a demandé de parrainer un candidat. Et le conseil d'administration, donc, qui est l'instance politique, a retenu, à l'issue du processus de parrainage, a suggéré à l'Assemblée générale d'élire les deux candidats, en l'occurrence, comme il y a eu 17 candidatures, on a élargi, les deux candidats représentant des particuliers qui avaient requis le plus de suffrages. Et donc, on a trouvé par ce moyen la possibilité d'articuler à la fois, je dirais, un besoin de démocratie qui était exprimé par nos clients, en allant chercher des personnes auxquelles on n'avait vraiment pas pensé pour le coup, avec le respect des instances statutaires, le conseil d'administration, l'Assemblée générale, qui ont, je dirais, formellement désigné, élu les administrateurs représentant les particuliers. Donc,
puisqu'on me demande de raccourcir et de maîtriser le temps, je vais aller à la conclusion. Dans les suites à donner par rapport à cette bonne pratique qui peut, à notre sens, être duplicable, l'idée, c'est de dire il faut garder une prépondérance politique des organes dirigeants, mais tout en ouvrant. Ça vaut le coup vraiment d'aller chercher auprès des adhérents de base des candidats potentiels auxquels on n'aurait pas pensé en se contentant d'un système de cooptation. La question qui se pose derrière, c'est la question de l'animation régionale. Aujourd'hui, on a, je dirais, au niveau de nos différentes régions... Imad, excuse-moi, sur l'animation, on va juste le mettre de côté. Je vais y revenir, parce que c'est très intéressant aussi. Juste sur la question de l'arrivée de ces deux nouveaux administrateurs, c'est quand même le parcours du combattant. Parce que il y a deux administrateurs qui représentent plusieurs milliers d'individus, enfin, je peux voir même quelques dizaines de milliers, j'espère, pour le Crédit Coopératif. Faut qu'ils postulent, faut qu'ils passent sous les fourches codines d'un conseil d'administration, de l'Assemblée générale, ça c'est logique, dans un système qui est quand même compliqué de parrainage, puisque quand on avait préparé la discussion, il y avait les systèmes de parrainage. Enfin, waouh, c'est une démocratie, effectivement, c'est une forme de démocratie qui d'ailleurs côtoie une démocratie représentative par les fédérations, mais c'est des battants. Ils ont la remise du prix du bon parcours de l'élu. Voilà, ils ont quel profil, ces gens-là? Oui, donc pour répondre quand même, effectivement, on s'était fait un peu la même remarque. On était assez content d'avoir eu 17 candidats, en disant, personne qui avait envoyé un CV, une lettre de motivation, qui avait... oser, je dirais, en tant que particulier, dire moi, je me porte candidat pour rentrer au conseil d'administration de ma banque, ils se sont exposés. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, et c'était une volonté de notre président Jean-Louis Bancel, on a reçu tous les candidats qui n'ont pas été sélectionnés pour avoir un échange avec eux et entre guillemets, l'autre consolation quand même, parce que l'idée c'était de dire c'est dommage que cette motivation qui s'était exprimée là ne soit pas ne se concrétise, ne se concrétise que pour 2 sur les 17. On a, je dirais, incité ceux qui le souhaitaient en tout cas à intégrer nos instances coopératives locales et régionales. Donc l'idée c'était de dire effectivement il n'y avait initialement qu'un, mais finalement on en a ouvert un deuxième, 2 postes au conseil d'administration, mais après à l'échelle du dessous, au niveau de nos conseils d'agence, de nos comités de région, on a récupéré par ce biais-là un certain nombre de nouveaux membres. Il faut savoir qu'on a 500 représentants de clients dans nos conseils d'agence, comités de région, donc ça permettait aussi, et c'était une des questions sur lesquelles on travaille, de faire rentrer des représentants des particuliers dans ces instances qui sont, de la même façon que le conseil d'administration, constitués des têtes de réseau départementales et régionales de l'économie sociale. Et avant d'aborder la question de l'animation locale et des questions de la salle éventuellement, les deux administrateurs arrivés représentant les individus, il n'y a pas eu un choc de culture avec les représentants des fédérations? Parce que voilà, on ne va pas se la raconter. Les gens qui sont dans les fédérations et les têtes de réseau, on sait que la démocratie est organisée de telle façon que ça ronronne bien. Et là, on a 2 personnes qui disent coucou, moi j'ai vu de la lumière, ça m'intéresse. Et en plus, j'ai été élu par mes pairs. Pas simple quand même à attendre. Oui, alors effectivement, là où il y a une dimension poil à gratter, mais quelque part elle était volontaire aussi de notre côté, c'est que ça réinterroge les représentants des têtes de réseau, puisque eux ont été cooptés par la tête de réseau, alors que les 2 autres, ils ont été élus démocratiquement par les sociétaires. Donc effectivement, ça gratouille un peu en se disant finalement, est-ce que moi aussi je ne dois pas rendre des comptes aux sociétaires du Crédit Coopératif que je représente dans ce conseil? Mais ça, c'est quelque chose de plutôt positif à notre sens, parce que ça permet de reconnecter quelque part le conseil d'administration avec la base des sociétaires. Et puis effectivement, là on a mené un processus de formation, un effort sur un point très anecdotique, mais on avait tendance à utiliser beaucoup de sigles et d'abréviations
Et là-dessus, les premières séances de conseil, alors à chaque fois qu'il y avait un cycle qui passait, voilà, est-ce que vous pouvez expliciter? Donc ça nous a forcé, et je pense que ça a profité aussi aux représentants de personnes morales qui peut-être n'osaient pas afficher le fait qu'ils ne maîtrisaient pas tous nos sigles internes, à avoir un discours plus pédagogique vis-à-vis des administrateurs. Ok, et en 2 phrases, donc l'animation sur le terrain des sociétaires individuels passe par une animation spécifique que vous avez mis en place. 2 phrases, Imad, autrement je te coupe la parole. Ok, en 2 phrases, c'est juste un équilibre qu'il faut qu'on trouve, et ça fait partie des voies de progression, entre pas faire d'apartheid entre les personnes morales d'un côté et les personnes physiques de l'autre, et puis chacun, on voit chacun différemment, on parle à chacun différemment, et la nécessité de répondre à des attentes des clients particuliers du crédit coopératif qui ne sont pas les mêmes que celles des personnes morales. Donc il faut qu'on trouve le juste équilibre entre ces 2 extrêmes, et on est en train d'y travailler dans le cadre de notre projet d'entreprise à 5 ans. Voilà. Très bien, et en plus, vu ton intitulé de poste, je pense que tu es un tout petit peu impliqué par le truc. Des questions à Imad? Mademoiselle, au 3e rang. Oui, Imad, c'était très intéressant. Effectivement, c'est tout à fait innovant, en tout cas à mes yeux. Mais simplement, moi, je travaille un petit peu sur des questions d'animation de réseau. Et moi, je m'interroge sur les représentants des fédérations qui siègent chez vous ont des vraies machines derrière eux qui les appuient dans leurs mandats, qui les forment. Ils arrivent, ils ont des mandats qui ont été prédéfinis par leurs institutions réciproques. Ces 2 élus qui sont, entre guillemets, parachutés dans ce conseil d'administration, qui les forment derrière, qui assure le lien entre eux et la base des personnes qui le représentent? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des systèmes de référendum auprès des adhérents particuliers pour prendre des décisions qui seront portées au CA par ces 2 représentants? Voilà, comment ça s'est animé le lien et qui s'en charge? Oui, alors 2 questions. Sur la formation, du coup c'est à nous, en l'occurrence à moi, de le gérer. Et donc on en a organisé déjà une première, et il faut qu'on mette en place, je dirais, un programme d'accompagnement de ces 2 administrateurs, qui au passage ne sont pas non plus nés de la dernière pluie, puisque le premier est dans le civil président de Biocop. Oui, mais ça pour le coup, ça a été le choix des sociétaires particuliers, hein. Et la deuxième, Christiane Lecoq, est une ancienne présidente des boutiques de gestion. C'est des personnes qui ont trempé. Mais quand on regarde la clientèle de particuliers du crédit coopératif, c'est pas non plus anormal de tomber sur des personnes qui ont eu une activité à un moment donné ou un engagement militant dans l'économie sociale. C'est quand même notre base de clientèle, y compris sur les particuliers. Donc c'est pas si étonnant que ça. Bon, oui, c'est même peut-être plutôt rassurant. Mais voilà. Mais ceci étant, il y a quand même un processus de formation à mettre en place, en particulier pour ces 2 personnes. Et puis, attends, ta deuxième question, j'ai perdu. Oui, le lien, oui, bien sûr. Alors sur le lien entre la base. Une demi-phrase. En 2 phrases. Sur le lien entre la base et les représentants, juste 2 choses. La première, c'est que ce lien-là, nous, on compte beaucoup dessus, mais il y a des fois, on se demande s'il existe si fort que ça. C'est-à-dire que nos administrateurs, une fois qu'ils rentrent chez eux, je ne suis pas sûr, en tout cas pas tous, qui rendent compte à leurs conseils, à leurs instances ou à leurs adhérentes fédés de ce qui s'est passé au conseil d'administration du Crédit Coopératif en demandant quel est le mandat sur tel ou tel point, hein. Donc là aussi, non mais ça fait partie de nos enjeux, c'est de dire que notre relation ternaire qui fonctionne sur le papier de façon parfaitement huilée, il y a sans doute un travail à faire pour favoriser le dialogue et la circulation d'informations entre les sociétaires et les clients de base et leurs représentants dans nos instances. C'est vrai au niveau national, c'est vrai aussi au niveau local. Et donc là, on est en train d'expérimenter quelque chose qu'on voudrait élargir. C'est un réseau social des sociétaires qui permettent d'avoir un dialogue entre les sociétaires de base et leurs représentants. Alors pour l'instant, on l'expérimente sur un comité de région en Haute-Normandie. On a un président de comité de région qui est à fond là-dessus. Et donc, on est dans cette logique
de rendre des comptes aux sociétaires de base et d'avoir un retour sur la façon dont les sociétaires perçoivent la banque, les besoins, réagissent par rapport à telle ou telle question. Donc si cette expérimentation fonctionne, on étendra d'autres régions. Je me tais, pardon Guillaume. Une dernière question. Deux phrases. Les adaptations dont vous parlez sont sympathiques, mais assez cosmétiques, en fait. Et donc, c'est pas évident de penser une gouvernance démocratique d'une banque, hein, mais probablement un modèle décentralisé, je pense au Crédit Mutuel, par exemple, même si à Paris, on peut critiquer toute la notabilisation du système et tout ce qu'on veut, et qu'en fait, il y a la démocratie encore là-dedans est assez bridée, disons. Est-ce que, moi, j'ai quand même un sentiment d'insatisfaction. Alors, ma question, c'est un peu, quel serait le modèle idéal pour vous ? Oui. Alors, juste en 2 mots, alors, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est une banque nationale. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On ne s'est pas construit sur une proximité géographique comme les autres banques coopératives, qui sont vraiment construites sur une proximité géographique avec des caisses locales qui constituent des caisses régionales, qui constituent une caisse nationale. Nous, on s'est développé sur de la proximité sectorielle. On s'est construit par branche. Donc la logique géographique, dans le cas du crédit coopératif, je ne voudrais pas dire qu'elle n'est pas pertinente, puisqu'au final, on a des instances coopératives locales, régionales, mais ce qui prime, c'est la proximité sectorielle. Et de ce fait, alors, j'ai pas beaucoup parlé, je l'ai évoqué, mais j'ai pas beaucoup parlé de nos conseils d'agence et nos comités de région où on essaye d'avoir une représentation de chacun des secteurs de clientèle dans nos instances. Moi, je dirais que au crédit coopératif, quand vous prenez un client au hasard, un sociétaire au hasard, vous avez plus de 3 chances sur 4 que ce sociétaire soit adhérent d'une fédé qui siège dans nos instances politiques. Vous prenez un client au hasard dans n'importe quelle autre banque, le lien qu'il peut avoir avec l'administrateur de sa caisse, je ne sais pas où il est. Bon, donc quelque part, cette logique de représentation, elle est structurelle, elle est constitutive de la façon dont notre banque s'est construite. Alors, pardon Guillaume. D'autant plus que tu as Je voudrais apporter un peu de réponse, parce que c'est un débat qu'on a eu dans cette salle. Il y a eu une hub conférence il y a, je sais plus, 3 mois, peu importe, sur la banque, etc. Et c'était avec la vice-présidente d'Attaque, que vous connaissez sans doute, Suzanne Georges. Et on avait ce débat, et elle était dans une démarche assez proche de la vôtre. On lui disait, mais c'est moi qui lui posais cette question, parce que je sais pas, ça marche. J'étais animateur et je lui ai posé. Elle est très critique des banquiers et c'est son droit, et je pense que parfois il faut bien secouer les banquiers. Et je lui ai dit, mais c'est quoi une banque idéale pour vous? Et donc elle rêvait d'une banque idéale où il y aurait, je sais pas, des instances, peu importe, de direction, de conseil d'administration, qui proposeraient en référendum les choses, les gens voteraient. Et moi je lui ai dit, vous voulez que je vous dise, il ne se passerait rien en innovation. Parce que quand vous faites voter les gens par référendum, c'est le conservatisme qui gagne. Parce que qu'est-ce qui dominerait dans une banque? C'est je veux que mon argent soit bien placé, en sécurité, et on prend 0 risque. Et donc, je pense que c'est ça que je voulais juste vous livrer comme question. La démocratie dans nos structures, c'est quel est le degré de compatibilité entre innovation et démocratie? Eh bien, vous verrez que c'est très compliqué. Il faut aussi qu'il y ait des responsables qui soient en haut et qui prennent leurs risques. Enfin, qui prennent les risques pour tout le monde. Voilà, c'était juste un bout de réponse.